Sud Radio Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Bonjour, Les Irréductibles, votre nouveau rendez-vous chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie, numérique, immigration, écologie en cette année d'élection présidentielle. Pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Ce dimanche, il sera question du politiquement correct avec notre irréductible de la semaine, Alain Finkielkraut. L'académicien nous parlera de son nouveau livre, L'après-littérature aux éditions Stox. Réflexion mélancolique sur une époque dominée par le néo-féminisme manichéen, l'antiracisme délirant, l'écologisme punitif. Autant d'idéologies qui prétendent agir au nom du bien, mais menacent d'anéantir le beau. Le nouvel ordre moral est-il en passe de détruire la littérature, la culture, l'art, voire notre art de vivre tout court? Nous poserons la question à Alain Finkielkraut. Nous en discuterons également avec Brice Couturier, l'essayiste et journaliste, viendra nous parler de son nouveau livre publié aux éditions de l'Observatoire OK Millennials, l'enquête d'un baby-boomer sur les mythes de la génération woke. Pour ceux qui ne le savent pas, le wokisme est cette idéologie politiquement correcte venue des campus américains. Au nom du féminisme et de l'antiracisme, elle entend déconstruire les fondements mêmes de notre société. Cette idéologie revancharde et avide de censure, venue des États-Unis, va-t-elle s'imposer en France? Brice Couturier nous répondra. Mais tout de suite, je suis heureux d'accueillir notre irréductible de la semaine sur Sud Radio, Alain Finkielkraut. Sud Radio Les Irréductibles, Alexandre Devecchio. Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Alain Finkielkraut, lorsque j'ai reçu votre livre, L'après-littérature aux éditions Stock, je me suis arrêté au titre et j'avoue que je me suis dit, il a pris trop de coups, il en a marre des polémiques, il a décidé de revenir sagement à ses premières amours, la littérature. Alors oui, de littérature, il en est question dans votre livre. On y croise des écrivains, Proust, Ross, Kundera, mais c'est aussi un livre très politique sur notre époque. Pour commencer, je voulais vous demander en quoi la littérature est-elle aujourd'hui un enjeu particulièrement politique? Est-ce que défendre la littérature, finalement, c'est défendre un certain art de vivre? Je ne sais pas si la littérature est un enjeu politique. Je sais qu'aujourd'hui, la vision littéraire du monde est mise en péril par l'idéologie. L'idéologie régnait dans les années 50, notamment parmi les intellectuels. C'était le temps du communisme et des compagnons de route. Il y avait une certaine philosophie de l'histoire à laquelle on voulait s'accrocher, et cette idéologie prétendait dire toute la vérité du monde. Le communisme s'est effondré comme idéologie dans les années 70, en France notamment, avec la dissidence en Europe centrale, notamment la dissidence tchèque, aussi la présence de Milan Kundera dans notre pays. Il est arrivé en France, je crois, en 1975, et il a beaucoup compté pour un certain nombre d'entre nous, avec Solzhenitsyn, bien sûr, l'archipel du Goulag, une journée d'Ivan Denisovitch, le pavillon des cancéreux, avec les nouveaux philosophes qui s'inscrivaient dans le sillage des travaux pionniers de Castoriadis et de Claude Lefort, et on s'est dit à ce moment-là que le temps des idéologies était révolu. D'abord, la conversation civique pouvait reprendre, apparition de la revue Le Débat et non le combat. Le paradigme de la conversation l'emportait sur le paradigme de la guerre, et ainsi de suite. La grande surprise de l'époque, c'est qu'en dépit même de l'effondrement du communisme, avec ce que j'ai dit, puis la chute du régime soviétique, eh bien, l'idéologie ressurgit sous plusieurs formes. En effet, un nouveau féminisme extrêmement agressif qui veut nous condamner à la guerre des sexes, et aussi un antiracisme qui n'a plus rien de moral, qui est devenu en lui-même une idéologie, c'est-à-dire une vision totale du monde. D'un côté, le mâle blanc, et de l'autre, tous les dominés, puisque
cet antiracisme a inventé aussi le concept woke, Brice Couturier en parlera mieux que moi, d'intersectionnalité. Voilà. Et ça, l'idéologie, disait Pasternak, c'est une merveilleuse définition dans le docteur Givago, c'est la domination inhumaine de l'imaginaire. On vit sous un imaginaire simplificateur, puisqu'en fait c'est un drame à 2 dimensions, non plus les exploiteurs et les exploités, mais les dominants et les dominés, alors que la littérature, c'est une exploration inlassable de la pluralité humaine. On ne peut pas réduire l'humanité à 2 personnages, et donc on voit la littérature s'éclipser et l'idéologie prendre sa place avec d'autant plus de férocité que la littérature est une de ses premières cibles. Au temps du communisme, ce n'était pas vrai. Moi, j'ai lu avec passion le livre de Mona Ozouf, La Muse démocratique, un livre sur Henry James, et elle dit, quand j'étais communiste, c'est-à-dire dans les années 50, avant l'invasion de la Hongrie par les troupes du pacte soviétique, eh bien, je lisais. Et la littérature était, dit-elle, parce qu'elle n'était pas la seule, notre échappée belle, notre bouffée d'air libertaire, notre paisible hérésie. Et elle lisait Henry James, comme ça, en cachette, mais elle le lisait. Maintenant, non, puisqu'on vous explique qu'Henry James, voilà, il faut déconstruire Henry James, déconstruire les préjugés, les stéréotypes de genre. Donc, vous voyez, la littérature est devenue la cible de l'idéologie. Oui. On ne peut même plus y avoir recours pour mieux penser le monde. Justement, dans votre livre, vous évoquez ces universités qui s'engagent contre le sexisme en retirant Lolita de leur répertoire, ou ce metteur en scène qui a changé la fin de Carmen parce qu'on ne peut pas applaudir le meurtre d'une femme. Vous nous avez parlé de l'antiracisme, mais d'abord commençons par le néo-féminisme. Est-ce qu'il tend tout simplement à imposer un nouvel ordre moral ? Alors, oui, il y a un nouvel ordre moral, c'est très paradoxal. Parce que l'ordre moral, on pense... quand on a fait un peu d'études... Puritanisme, etc. Oui, c'est ça. Et vous expliquez que c'est pas du puritanisme. Oui, on pense à cette date fatidique de l'histoire de France, 1857, c'est-à-dire Flaubert et Baudelaire se retrouvent devant les tribunaux avec le même procureur. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de sensualité, trop de sexe dans Madame Bovary et dans Les Fleurs du Mal. Bien entendu, nous n'en sommes pas là. Il ne s'agit pas de faire la chasse à la sexualité au nom d'une sorte de précédence de l'esprit sur la chair. Il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de défendre l'idée d'humanité, l'idée d'égalité entre les hommes. Donc c'est un ordre moral égalitaire, humanitaire, antiraciste, qui ne pèse pas sur les artistes, mais qui, curieusement, émane du monde artistique lui-même. Vous avez cité ce Léo Muscato, qui décide en effet de faire tuer Don José par Carmen. C'est tout à fait typique. D'abord, c'est la nouvelle attitude des metteurs en scène. Jean Vilar disait « Je suis un régisseur ». Modestie extrême, je ne suis pas un metteur en scène. Voyez Jacques Copeau, voyez Giorgio Strehler, ils se mettaient au service des œuvres, au service de Mozart, au service de Goldoni, et que sais-je encore. Et c'était le sens du théâtre national populaire, l'élitisme pour toutes. Ces œuvres, nous sommes leurs médiateurs pour le public, parce qu'il doit nourrir le public. Les woke n'ont pas besoin d'être nourris par les œuvres, ils ont leur propre garde-manger. Ils sont éveillés à toutes les discriminations, à toutes les injustices, donc ils convoquent les œuvres pour leur faire dire ce qu'ils ont envie d'entendre, pour assurer leur propagande. Et sur le nouveau féminisme, l'histoire de Léo Muscato est très intéressante, parce qu'il laisse croire que quand c'est Carmen qui est tuée, eh bien, le public applaudit la mort d'une femme. Il dit ça. Non, le public pleure. Oui, comme si le public était stupide. Alors, et vous voyez donc, au nom de l'émancipation, là, on verse dans la barbarie. C'est-à-dire, elle tue Don José, et là, il faut applaudir. Parce qu'elle tue un homme. Ça fait un violeur de moins, un salaud de moins, puisque de toute façon, la culture occidentale tout entière est une culture de viol. Dès qu'un homme meurt, eh bien, c'est un pas franchi vers l'émancipation.
Merci Alain Finkielkraut. Déjà Vous restez avec nous sur Sud Radio dans Les Irréductibles, notre nouveau rendez-vous du dimanche. On se retrouve après une courte pause. Nous continuerons de discuter du néo-féminisme. Nous évoquerons également la question du nouvel antiracisme. Ce nouveau politiquement correct est-il en train de diviser la société mais aussi de détruire notre culture? Alain Finkielkraut nous répondra après la pub. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour dans Les Irréductibles sur Sud Radio avec Alain Finkielkraut, venu nous parler de son dernier livre, L'après-littérature, publié aux éditions Stock. Alain Finkielkraut, avant la pause, nous parlions du néo-féminisme. Le néo-féminisme s'est vraiment imposé en France au moment du mouvement MeToo, dont vous dénoncez dans le livre le manichéisme, la propension au lynchage. Est-ce que rien de positif n'est réellement sorti de ce mouvement? Est-ce que vous reconnaissez tout de même dans le livre qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins de petits chefs que par le passé, abusant de leur pouvoir? Est-ce qu'il faut rejeter ce mouvement en bloc? Oui. C'est possible, en effet. Mais là, parce que quand même, j'ai pas écrit exactement un livre politique. Vous l'avez dit vous-même, la littérature est présente, l'analyse de certaines œuvres aussi, et notamment Philippe Roth. Dans J'ai épousé un communiste, un des personnages dit: quand on généralise la souffrance, on a le communisme. Quand on particularise la souffrance, on a la littérature. Maintenir le particulier dans un monde qui simplifie et qui généralise, voilà la bataille dans laquelle s'engager. C'est ça l'engagement de la littérature. Le problème de MeToo, c'est précisément MeToo, c'est-à-dire toute pareille. Il n'y a plus d'histoire singulière. Et le droit et la littérature sont simultanément menacés par un mouvement de ce type, parce que précisément le droit résonne au cas par cas, et la littérature, si le général existe dans la littérature, la généralité, c'est sur la cime du particulier, comme l'écrit Proust. C'est-à-dire, la littérature ne sacrifie pas la particularité. Le fondement de l'art, c'est l'individu avec son visage et son nom. Et le danger, en effet, de MeToo, c'est de nous laisser croire que toutes les histoires sont les mêmes, et surtout de remettre en cause la présomption d'innocence. D'ailleurs, une centaine d'avocates, je dis bien d'avocates, l'ont écrit. Il y avait notamment Marie Dosé dans une tribune du Monde. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que la présomption d'innocence est une insulte à la parole des victimes. D'ailleurs, le mot plaignante a disparu. Ce sont tout de suite des victimes. Il faut les croire sur parole. C'est donc, si vous voulez, réclamer une justice sans droit. Et une justice, d'ailleurs, qui se déroule le plus souvent sur les réseaux sociaux. Une justice dans laquelle accuser, condamner et punir ne font qu'un. C'est la même chose, immédiatement. Ben non, on accuse, on subit l'épreuve du contradictoire et éventuellement on punit. De même, il faudrait réfléchir à partir de la sensibilité que la littérature aurait dû nous donner au mot féminicide. Tuer une femme en raison de son sexe. Ça peut arriver, ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Aucun homme qui assassine une femme ne le fait en raison de son sexe. Il le fait parce que elle l'a quitté, elle menace de le quitter, elle le trompe. C'est ce qu'on appelait autrefois un crime passionnel. Il y avait une certaine indulgence pour les crimes passionnels qui n'auraient pas dû être de mise. Ce sont des crimes impardonnables, mais ça n'a rien à voir, si vous voulez. Donc, toute la littérature, encore une fois, et toute la sagesse que le roman devrait nous donner est chassée par cette vision-là des choses. Donc, qu'en effet, des comportements abusifs puissent et doivent être dénoncés, j'en suis sûr. Mais le mouvement, dans sa globalité, a quelque chose de très inquiétant, et c'est une régression, et par rapport au droit, et par rapport à la littérature. Parce que il faut bien savoir que
la justice n'est pas l'accomplissement de la passion justicière. La justice civilise la passion justicière, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et maintenant, c'est comme si on voudrait sortir du corset de la civilisation pour rendre immédiatement justice aux femmes. Je vous suis, moi, totalement sur le côté essentialiste du mouvement MeToo. Effectivement, on a l'impression que tous les hommes, et en particulier les hommes blancs, étaient des violeurs, des prédateurs. Il y avait une forme de généralisation. Je vous suis également sur le lynchage. Et justement, vous vous érigez contre le lynchage du cinéaste Roman Polanski, de l'écrivain Gabriel Matzneff ou encore d'Olivier Duhamel, tous trois accusés de viol sur mineurs. Et c'est là peut-être que je distinguerai avec vous. Et ce qui m'étonne, c'est que par détestation de l'essentialisme, on a parfois l'impression que vous défendez ce qui peut apparaître comme indéfendable. Tous les hommes ne sont pas des prédateurs, Alain Finkielkraut, comme veulent nous le faire croire les néo-féministes, mais il existe aussi de vrais prédateurs. Il ne s'agit pas pour moi de défendre qui que ce soit. Dans l'affaire Polanski, je défends sa victime, Samantha Geimer, qui dit, écoutez, si vous me respectez, écoutez-moi. Moi, je pense que Polanski avait raison de fuir l'Amérique, puisqu'il avait fait plusieurs mois de prison, et qu'à la sortie de prison, le procureur a dit que le contrat qu'ils avaient passé était rompu et qu'il menaçait de 50 ans de prison. Et donc, dit Samantha Geimer, il a eu raison de partir. Donc là, si je défends quelqu'un, c'est elle. Dans l'affaire Polanski aussi, je m'étonne des propos d'Adèle Haenel. Adèle Haenel a subi, dit-elle, des attouchements quand elle était adolescente de son premier metteur en scène, Christophe Ruggia. Bien. Mais en quoi cela lui donne-t-il une compétence particulière pour juger Polanski et pour dire, lors de la cérémonie de César, quand il reçoit l'Oscar, c'est une honte, c'est une honte. Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle n'en sait rien. Et je lis aussi un texte d'elle absolument extraordinaire qui en dit long sur l'époque et sur la régression dont nous sommes aujourd'hui, dont l'époque est elle-même victime. Ce n'est pas par respect pour l'enfant que j'étais que Christophe Ruggia n'est pas passé à l'acte, c'était par peur de se regarder en face. Écoutez cette phrase. D'abord, donc il n'est pas passé à l'acte. Oui. Donc c'est pas un violeur. Mais c'est par peur de se regarder en face. C'est-à-dire par peur de considérer en lui le violeur qu'il était. Donc il ne m'a pas violé parce que c'était un violeur et qu'il voulait pas le voir. Ce qui veut bien dire, encore une fois, que le nouveau féminisme n'est pas la continuation du féminisme authentique et du féministe originel, mais sa kafkaïsation. C'est vraiment digne de Kafka. Il ne m'a pas violé parce que c'est un violeur. Il fallait le trouver, elle l'a trouvé, et Mediapart et Edoui Plenel sont aux anges d'une trouvaille comme celle. Et maintenant, je passe à l'affaire... disons l'affaire Matzneff. Matzneff. Moi, j'ai lu un jour cette phrase du poète Bernard Delvaille. « Je n'ai jamais hué personne. » C'est un viatique pour moi. C'est une maxime de vie. Je ne participe pas au curé. Je ne chasse pas en meute. Et je crois que ça tient aussi à l'histoire dont je suis l'héritier. Donc, voilà. Et en plus, j'ai lu le livre de Gabriel Matzneff, La prunelle de mes yeux. C'est la même affaire. Personnellement, c'est l'habitude qu'il avait de ne draguer que les jeunes filles de 14 ou 15 ans, franchement, ne me plaît pas beaucoup, même me déplaît souverainement. Je ne parle pas de pédophilie, parce que alors là, les mots n'ont aucun sens. Une adolescente, c'est pas une enfant. Ou alors, vraiment, la puberté ne veut plus rien dire. Et alors là, non seulement on a lu aucun livre, mais on n'a eu aucune vie. Si on ne sait pas soi-même ce que c'est que le passage à l'adolescence, bien. Mais je ne le... Vous voyez, mais simplement, je dis là encore qu'il faut savoir spécifier les choses. Il est vrai qu'il est tombé follement amoureux de cette jeune fille, qu'il n'aurait jamais dû séduire, que c'était une affaire différente pour lui que pour d'autres, et qu'en tout cas, je ne participerai pas à l'hallali
dont il est l'objet. Ça n'a jamais été un auteur de prédilection pour moi. J'ai trouvé sa coquetterie, son narcissisme dans ses livres toujours un peu ridicule. Je ne l'ai jamais croisé, je ne l'ai jamais rencontré. Il ne m'intéressait pas. Mais cette situation me met mal à l'aise. Quant à Olivier Duhamel, parlons des uns et des autres. Dans une émission de télévision où j'ai parlé de son affaire, je ne me suis pas mis dans la position de l'avocat. Après tout, j'aurais eu le droit. C'est quand même ça aussi la civilisation. Mais dans celle du juge. Je suis juge, j'ai cette affaire. Eh bien, je fais des différences. Oui, l'inceste, le mot d'inceste s'applique aussi bien au père qu'au beau-père, mais les juges font la différence. Et je vous signale qu'il y a eu un film de Bertrand Blier qui s'appelle Beau-père. Mais c'est très intéressant, parce que c'est une histoire. Là, c'est avec une femme, donc c'est plus facile à accepter. Mais imaginez que c'était le père. Mais le film n'était tout simplement pas possible. On ne pouvait pas filmer un père tombant amoureux de sa propre fille et la fille tombant amoureuse du père. Donc, vous voyez, je fais ces différences. Et puis, à ce moment-là, je suis juge, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu violence physique ou verbale? À quel âge ça a commencé? Voilà. Et tout d'un coup, je pose ces questions et je suis considéré comme un criminel. Comme si vous voulez, devant la monstruosité absolue, aucune distinction, aucune nuance n'avait droit de citer. Mais où allons-nous? Que devenons-nous avec des principes pareils? Vous avez pointé du doigt les dérives du néo-féminisme, on en a parlé pendant un moment. On retrouve aujourd'hui exactement le même type de dérive dans l'antiracisme. Alors, 2 exemples délirants dans l'actualité. On a vu au Canada qu'une école avait fait le choix de supprimer 5000 livres de sa bibliothèque et même de brûler une trentaine d'ouvrages car ils porteraient atteinte à la dignité des peuples natifs. Autre exemple, l'English Touring Opera, orchestre britannique qui s'est séparé de 14 de ses musiciens blancs afin d'accroître la diversité parmi ses membres. Je voulais savoir ce que cela vous inspirait et est-ce que nous sommes à l'abri de ce genre de dérive en France? Alors, je m'attarderai à la deuxième information que vous avez donnée. Parce qu'en effet, elle est extrêmement inquiétante. Ces musiciens blancs étaient tout à fait compétents. Leur seul tort, c'était d'être blancs. Donc, ça veut dire aussi que l'antiracisme comme le féminisme ont changé d'objectif. Ce ne sont plus des combats pour l'émancipation. Les femmes ont obtenu les libertés et l'égalité qu'elles réclamaient. Une révolution a eu lieu d'une force et d'une ampleur inouïe. Reportons-nous au très beau livre d'Alice Vernet, Les bourgeois. Jusque dans les années 60, les femmes ne s'appartenaient pas. Et maintenant, non seulement elles s'appartiennent, mais elles exercent, elles sont présentes dans tous les métiers, elles divorcent quand elles veulent, elles ont gagné leur indépendance financière. Et comment parler d'ordre patriarcal quand, avec la PMA pour toutes, l'homme devient facultatif jusque dans la procréation? Et de même, il y a évidemment, le racisme existe, mais il n'a plus pignon sur rue. Aux États-Unis, Hollywood est antiraciste, toutes les grandes corporations, les multinationales sont antiracistes, et ne parlons pas des campus. Donc il ne s'agit plus d'une lutte pour l'émancipation, il s'agit d'une lutte pour le pouvoir. Le mot d'ordre du nouveau féminisme et du nouvel antiracisme, c'est mal blanc, dégage. Pousse-toi de là que je m'y mette. Voilà. Et tout ça enrobé de grands principes. Et là où c'est grave, c'est que il y a une poussée démographique qui va rendre les choses de plus en plus tendues, de plus en plus insistantes. Donc c'est difficile de parler de fièvre passagère, comme d'autres idéologies, étant donné justement la mutation démographique qui accompagne ce mouvement.
Merci Alain Finkielkraut. Vous restez avec nous sur Sud Radio dans Les Irréductibles, notre nouveau rendez-vous du dimanche. Brice Couturier nous rejoindra. L'essayiste et journaliste viendra nous parler de son nouveau livre OK Millennials, l'enquête d'un baby boomer sur les mythes de la génération woke. Ces jeunes de 20 ans qui baignent dans le politiquement correct et font la leçon à leurs aînés, méritent-ils des claques? Brice Couturier et Alain Finkielkraut nous répondront après la pause. Sud Radio Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans Les Irréductibles avec toujours le philosophe Alain Finkielkraut. Brice Couturier nous a rejoint. Brice Couturier, bonjour. Bonjour Alexandre. Brice Couturier, vous êtes l'auteur aux éditions de l'Observatoire de OK Millennials, l'enquête d'un baby boomer sur les mythes de la génération woke. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui sont les millenniums et les woke, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce nouveau jargon, et ensuite, vous nous direz pourquoi il vous énerve autant. Bon, il y a des définitions démographiques des millennials. En gros, c'est les gens qui ont aujourd'hui entre 20 et 40 ans. Mais je dirais que c'est surtout un état d'esprit, comme la génération du baby-boom, finalement, a largement débordé les cadres démographiques de ce qu'on appelait par baby-boomers. De la même façon, la génération millennials, c'est plutôt une identité collective, une identité générationnelle. En gros, les woke, woke, ça vient de l'argot noir américain. Normalement, on dit awaken pour se réveiller. Woke, dans l'argot noir américain, c'est les éveiller. Au départ, il s'agissait des gens qui avaient pris conscience, des noirs particulièrement, qui avaient pris conscience des injustices qu'ils subissaient. Depuis, c'est devenu un mot beaucoup plus valise qui permet de désigner toute une idéologie qui est celle qui s'est répandue sur les campus américains, en gros, depuis les années 90. Et c'est ça, et c'est l'historique un peu de ce mot, de cette idéologie que je décris dans mon livre. Et pourquoi il vous agace alors? Parce que, si vous voulez, moi j'ai fait partie de la génération du baby-boom. J'ai participé aux luttes des années 60 et 70, qui étaient des luttes antiracistes, qui étaient des luttes pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui étaient des luttes surtout pour l'émancipation, pour élargir les horizons, élargir le champ des possibles. Et je vois une génération éduquée par les campus, enfin dans les campus nord-américains, éduquée avec les mêmes mots d'ordre antiracistes, féministes, etc. Mais je vois une perversion totale de ces mots d'ordre, de ces objectifs qui étaient les miens, d'une manière extravagante. Alain Finkielkraut l'a dit à l'instant, pour ma génération, il s'agissait d'émanciper. Pour cette génération nouvelle, pour cette idéologie nouvelle, il s'agit au contraire d'enfermer les gens dans des catégories ethniques, sexuelles, de genre, de préférences sexuelles, d'en faire soi-disant des études, parce que ça vient encore une fois d'un redéploiement des disciplines universitaires. On ne fait plus de sociologie, d'anthropologie, de philosophie, d'histoire. Non, on fait des études féministes, des études homosexuelles, des études queer, des études noires, etc., etc. Donc on enferme les gens dans ces catégories-là. Pour moi, c'est absolument raciste, au contraire. Cette forme d'antiracisme est en réalité profondément raciste, parce qu'elle identifie, elle enferme les gens dans des catégories contre lesquelles nous avons lutté. Nous avons lutté pendant une génération entière pour qu'on ne fasse pas de différence entre les hommes et les femmes, qu'on ne fasse pas de différence entre les noirs et les blancs, pour qu'il y ait les mêmes droits pour tous. Et là, on a affaire à une idéologie qui, au contraire, fait de la couleur de peau non seulement une identité, mais une politique, une catégorie politique. Je suis désolé, mais la droite et la gauche, c'est des catégories politiques. Le libéralisme et le socialisme, c'est des idéologies politiques. La blanchitude et la négritude, ce ne sont pas des catégories politiques. Et plus grave, quand vous faites de la politique à partir de ce genre de catégorie, vous attribuez toute une clientèle électorale captive, vous l'enfermez là-dedans et vous en faites ce que vous voulez. Et puis, encore une fois, les idéologies, on pouvait négocier les intérêts particuliers des prolétaires et des bourgeois, des possédants et des non-possédants. C'était quelque chose de négociable. L'identité, ce n'est pas négociable. Quand vous enfermez quelqu'un en disant « vous êtes noir et c'est votre identité, c'est votre culture, c'est votre politique, et vous devez voter pour le candidat noir », vous mettez les gens dans des situations où la négociation entre les races, entre les genres, n'est pas négociable. Personne ne négocie son identité. Et c'est un blocage à l'esprit démocratique. On verra après pourquoi ça nous divise et pourquoi, oui, vous allez même jusqu'à parler de risque de guerre civile. Mais j'ai juste envie de vous demander, vous avez parlé de votre génération, vous vous définissez vous-même comme un boomer. Vous allez être traité de boomer, autrement dit, de vieux schnock, Brice Couturier.
Tant pis, je veux dire, ce qui est très intéressant dans ces gens qui luttent contre toutes les formes de discrimination, ils luttent contre la discrimination de genre, de sexe, mais bizarrement ils ne luttent pas contre la discrimination en termes d'âge. Bizarrement, là, l'agisme, ça ne fait pas partie des catégories contre lesquelles il faut lutter. Il faut lutter contre l'homophobie, contre la misanthropie, enfin non, la misogynie, mais lutter contre l'agisme, ça ne fait pas partie de leur programme. Ben, ça faisait partie du mien, et là-dessus, je n'ai pas changé. Alain Finkielkraut, ça vous arrive aussi d'être traité de boomer? Ça vous énerve? Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? mais moi, il m'arrive pire. Enfin, je ne vais pas me plaindre. Hein. Je ne suis certainement pas une victime. Mais là, Brice Couturier a tout à fait raison. Le seul racisme aujourd'hui admis, pratiqué, c'est le racisme anti-vieux. Ça, c'est extraordinaire. J'en ai été l'objet tout récemment lors d'une émission de France Inter, la célèbre émission Par Jupiter, où des professionnels du waf-waf usurpent le titre d'humoriste alors que ce sont des aboyeurs de la bien-pensance, et ils ont parlé de ma dégénérescence mentale. Un mot tout à fait extraordinaire parce qu'il est emprunté au lexique de l'extrême droite. Quand on ne fait plus partie de la gauche estampillée, aujourd'hui, tout est permis contre vous, notamment ce terme de dégénérescence mentale. Bon, donc là-dessus, je suis d'accord avec Brice Couturier, d'accord aussi pour voir avec lui, enfin, cette mutation spectaculaire et paradoxale de l'antiracisme en racisme. Aujourd'hui, l'antiracisme ne vise pas prioritairement les racistes déclarés. Ça, d'accord. Oui, bon. Mais il élargit la perspective puisqu'il dénonce le racisme systémique, le racisme structurel, le privilège blanc. Et le privilège blanc, c'est quelque chose que vous avez en vous, que vous soyez explicitement raciste ou non. Vous n'y échappez pas. Donc le racisme est traité comme une sorte de race, comme une sorte d'hérédité qui tombe sur vous. Et c'est très intériorisé, parce que j'ai lu une interview d'un philosophe français qui a une certaine renommée, grand spécialiste de Michel Foucault, Frédéric Gros. Il vient de publier La honte et un sentiment révolutionnaire, et il dit oui, c'est vrai que on peut plastronner dans son antiracisme, tout en continuant de stigmatiser. Vous voyez, il n'y a plus d'issue, sauf celle, évidemment, de battre sa coulpe tout le temps. Dernier mot, si je peux me permettre. Vous pouvez. Il y a pour moi un mystère, et j'aimerais l'élucider avec Brice Couturier. Parce que d'un côté, effectivement, on enferme. De l'autre côté, le héros des temps modernes, c'est le trans. C'est celui, justement, qui réduit à néant la part non choisie de l'existence, et il n'y a plus de données, il choisit. Et alors en plus, maintenant, c'est devenu, il y a de la chirurgie, mais c'est devenu déclaratif. Dans toutes les universités, par quel pronom voulez-vous être appelé? Est-ce que vous vous considérez comme une femme, comme un homme, comme un non-binaire? Qui êtes-vous? Et Claude Habib, dans un livre extraordinaire sur la question trans, dont plus personne ne parle parce qu'il est critique, a dit qu'un jour, un étudiant a répondu « His Majesty ». Je veux être appelé Sa Majesté. C'est génial, parce que c'est l'apothéose, si vous voulez, du sujet souverain, donc du narcissisme. Je suis Sa Majesté, je suis ni homme ni femme, je suis femme ce matin, je suis homme cet après-midi, et la nuit, je suis non-binaire. Donc, et ça, c'est quand même une folie de l'époque, et j'ai du mal, effectivement, à l'intégrer aussi, c'est-à-dire à faire la synthèse entre ce mouvement d'identitarisme généralisé et cette apologie des trans. On reviendra sur les trans, on ira plus profondément sur ce qu'est cette idéologie woke, dont on voit qu'elle a quelque chose de délétère. Mais j'insiste sur les baby-boomers. Brice Couturier, vous dites que vous défendez les idéaux d'émancipation de votre génération. Mais était-ce vraiment des idéaux d'émancipation que vous défendiez, en mai 68 notamment? Est-ce que c'était pas déjà le début de la déconstruction? Est-ce que finalement les woke
ne sont pas vos enfants. Eh ouais, Écoutez, j'ai fait c'est ça, Brice Couturier, la droite. Hein. mon précédent livre. Ils sont comme ça. Mon précédent livre, c'était sur 1969, et j'essayais de montrer dans ce livre qu'en 1969, il s'était produit quelque chose de l'ordre de la rupture, et qu'effectivement, une forme de radicalisation de l'esprit d'émancipation des 60s avait débouché sur des formes de nihilisme. Donc, je suis bien conscient du fait qu'effectivement, ma génération n'a pas tout réussi, c'est le moins qu'on puisse dire. De là à porter le doute sur l'ensemble de ce que nous avons réussi dans les années 60, à savoir quand même le fait que les relations entre les sexes se sont libéralisées de manière formidable, que les hiérarchies sociales qui étaient tellement pesantes sont devenues beaucoup plus légères, que les inégalités de toutes sortes ont régressé de manière spectaculaire. Tout ça, je l'assume de manière tout à fait optimiste. Ce que je ne supporte pas, c'est ce retournement incroyable qui fait qu'au nom de ces idéologies-là, on veut me censurer, parce que toute cette idéologie woke est profondément tournée du côté de l'interdiction, de la limitation, de la censure, et ça rejoint d'ailleurs ce que j'appelle le despotisme écologique éclairé. C'est-à-dire qu'effectivement, au nom d'une certaine forme de bienséance, on voudrait nous faire honte de prendre l'avion, de rouler en voiture, de nous chauffer en hiver ou de consommer des fraises en hiver. Toute cette jeunesse a baigné dans les universités dans un esprit de revanche sociale, de ressentiment et d'interdiction. Nous avons été une génération qui a voulu ouvrir le champ des possibles, et on a affaire à une génération qui veut le restreindre, qui veut limiter la liberté de parole, avec la cancel culture, qui veut pour moi, le projet le plus dingue, c'est le projet 1619, qui est promu par le New York Times. Il s'agit de remplacer la date de fondation des États-Unis, à savoir la déclaration d'indépendance de 1776, par l'arrivée du premier bateau d'esclaves aux États-Unis. Ce qui voudrait dire que les États-Unis, toute l'histoire des États-Unis est en réalité la déclinaison de l'esclavage lui-même. Il y a deux choses. Un, pour ma génération, je pense qu'on a réussi effectivement à libéraliser la société et que ça devrait être reconnu. On devrait nous en faire crédit, précisément, si vous voulez, en tant que baby-boomer. Mais que ces gens, non seulement ne nous reconnaissent pas cette avancée culturelle spectaculaire, mais nous en font reproche, bizarrement, puisqu'ils estiment que jamais la société américaine n'a été aussi structurellement raciste, aussi structurellement hostile aux femmes et aussi structurellement hostile aux homosexuels. C'est le contraire. Nous avons fait en sorte que les États-Unis d'aujourd'hui sont la société la moins raciste de toute l'histoire de l'humanité, la moins hostile aux femmes de toute l'histoire de l'humanité et la plus ouverte aux droits des homosexuels de tout ce qui existe dans le monde. Par contre, vous avez ces woke qui défilent aujourd'hui contre la statue de Cecil Rhodes à Oriel College à Oxford. On les entend pas beaucoup parler de ce que les talibans réservent aux femmes afghanes. Hein. Là-dessus, il n'y a rien. De ce que les Chinois font aux Ouïghours, qui est du racisme anti-musulman. Là, il n'y a pas un mot. Il y a une espèce de mauvaise foi incroyable qui consiste à attaquer la société même qui est la plus libérale du monde et à faire l'impasse sur les sociétés qui, sous nos yeux aujourd'hui, c'est pas l'esclavage du 19e siècle, hein, c'est aujourd'hui en Chine les Ouïghours, ou c'est certaines tribus africaines qui sont réduites en esclavage au Soudan. Là, il n'y a pas un mot là-dessus. Vous comprenez, cette mauvaise foi est insupportable. Merci Brice Couturier, merci Alain Finkielkraut. Déjà, vous restez fini. Mais non Alain, vous restez avec nous sur Sud Radio dans Les Irréductibles. L'écologie woke veut-elle sauver la planète ou déconstruire la civilisation occidentale? Nous vous poserons la question après la pause. À tout de suite. Sud Radio Les Irréductibles, 11h midi, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour dans Les Irréductibles, comme chaque dimanche sur Sud Radio, en compagnie cette semaine d'Alain Finkielkraut, venu nous évoquer son nouvel essai, L'après-littérature, paru aux éditions Stock, et Brice Couturier, auteur de OK Millennials, l'enquête d'un baby-boomer sur les mythes de la génération woke. Avant la pause, Brice Couturier se défendait d'être responsable en tant que baby-boomer de la génération woke. Alain Finkielkraut, qui s'est peut-être senti visé aussi, voudrait répondre également. Écoutez, je n'ai personnellement aucun patriotisme générationnel. Et je suis devenu woke, c'est-à-dire éveillé au sens propre du terme, quand je suis passé du printemps parisien au printemps de Prague. C'est le printemps de Prague qui m'a tout fait comprendre. Il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas charrier dans les bégonias. Hein? Parce que les 68 arts avaient beaucoup de défauts, mais leur idée, c'était quand même de proclamer l'innocence de la chair. C'était ça. Alors, on y croyait trop, mais c'était l'innocence de la chair. Souvenons-nous aussi de l'affaire Gabriel Russier. Hein?
L'affaire Gabriel Lucy, c'est quand même une professeure qui avait eu des relations coupables avec un de ses élèves qui était passé par la case prison au Baumette et qui avait fini par se donner la mort. Ouais. Ça a été un traumatisme collectif. Et même le cas Matzneff doit se comprendre dans ce contexte. Alors la morale du défoulement a fait beaucoup de dégâts, mais je voudrais vous citer Nicolas Gomez d'Avila. Nul ne méprise autant les crétineries d'hier que le crétin d'aujourd'hui. Et du crétin d'aujourd'hui, Brice Couturier nous parle avec beaucoup de talent. Donc, premièrement. Alors, deuxièmement, là aussi, pour aller dans ce sens, le New York Times. Donc, voilà. L'Amérique naît avec le premier débarquement d'esclaves en 1619. Esclaves, c'est très intéressant. Parce que le wokisme est entré en France et le wokisme est en train de réécrire complètement l'histoire. Patrick Boucheron, l'histoire mondiale de la France, succès énorme, il n'y a plus de France. Et l'histoire de France n'est faite que des apports étrangers. C'est quand même absolument saisissant. Et la littérature, patrie littéraire disait Mona Ozouf, disparaît totalement. Et là vient de paraître un livre immense, un monumental dictionnaire de l'esclavage. L'auteur, le coordinateur du livre, a été reçu avec Léonora Miano à la matinale de France Inter. Pas un mot sur l'esclavage interne à l'Afrique. Et les Européens en Afrique ont découvert l'esclavage. Ce qu'ils ont fait après, on le sait, c'est la traite transatlantique. Mais c'est extraordinaire. Donc, on invente une histoire fausse pour aggraver la culpabilité de l'Occident. Quant à Léonora Miano, qui est devenue la romancière vedette à laquelle on déroule le tapis rouge, elle a dit ceci à la télévision. Vous avez peur d'être minoritaire culturellement. N'ayez pas peur de quelque chose qui va se passer. L'Europe va muter. Cette mutation peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour voir l'aboutissement. Je veux dire par là que c'est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire quand quelqu'un déplore ce qu'il appelle le grand remplacement, on parle à son propos de fables immondes. Quand quelqu'un célèbre le grand remplacement, on s'extasie avec cette personne. Je rappelle aussi que Ouria Boutelja disait « Notre présence africanise, arabise, créolise, noirise la fille aimée. » Elle parlait comme Jean-Luc Mélenchon. Donc, la créolisation, c'est le nom de code du grand remplacement. Mais quand c'est la créolisation, c'est formidable. Je n'adhère pas, enfin, en tout cas, c'est un autre sujet, à la thèse du grand remplacement, mais je suis tout à fait fasciné par le destin contradictoire de ceux qui le célèbrent et de ceux qui le déplorent. Ça dit aussi quelque chose du wokisme français. Alors le wokisme, justement, français, les hommes politiques sont rares à y adhérer de manière officielle, je dirais. Mais on a quand même une femme politique qui se revendique de la gauche woke, et c'est Sandrine Rousseau, qui a bien failli remporter la primaire des écologistes. Qu'est-ce que cela dit aujourd'hui de l'écologie politique? Brice Couturier, ensuite Alain Finkielkraut. Ça dit le fait que le wokisme américain est en train de pénétrer chez nous. Dans mon livre, je montre que le wokisme a connu 3 périodes en réalité. Vous avez une première période de déconstruction des identités nationales en particulier, mais de toutes les identités. L'idée que toutes les institutions sont des constructions sociales et que donc elles n'ont pas de validité particulière, même historique, que les discours scientifiques eux-mêmes ne sont que des discours de pouvoir et que donc ils n'ont pas d'intérêt particulier. Vous avez ensuite une période de reconstruction sur la base identitaire qui donne ce qu'on appelle la politique des identités. Je pense qu'en France, on en est déjà à cette 2e étape. Mais nous n'avons pas encore connu, par bonheur, la 3e étape, qui est celle qu'on appelle les social justice warriors aux États-Unis. C'est-à-dire ces gens qui, au nom d'une idéologie liée à leur identité, de genre, de race, de sexe, etc., rentrent en guerre contre les autres institutions, rentrent en guerre contre les autres, d'ailleurs, minorités, et instaurent un climat de dictature, de censure et de contrôle de la parole.
Nous, on en est encore, on est en train de voir apparaître la deuxième étape, mais quand on me dit c'est pas grave parce qu'en France on a des défenses immunitaires comme l'esprit d'universalisme, le rationalisme, les lumières, je dis attention parce que les États-Unis avaient les mêmes défenses immunitaires et regardez ce que ça donne. En réalité, aux États-Unis, le wokisme a pris la place de l'idéologie de la religion protestante qui est en déclin très rapide. Et d'ailleurs, on voit bien que certaines manifestations du wokisme, comme Black Lives Matter, ont emprunté à la religion protestante. On promène la nuit des flambeaux, on fait le geste de mettre le genou en terre. Tout ça, c'est très lié au protestantisme. Et je dirais même que le péché originel des chrétiens a été réinvesti dans la blanchitude. La blanchitude est devenue l'équivalent du péché originel. Donc nous voyons arriver, à partir des Verts et de quelques fractions de la France insoumise, la deuxième étape du wokisme. Prenons garde à la troisième, elle est redoutable. Sur l'écologie, Alain Finkielkraut, pourquoi l'écologie, qui est une cause importante, hein, vous défendez l'écologie dans le livre comme défense du beau, pourquoi c'est l'écologie en France et aussi dans le monde, je pense à Greta Thunberg, est devenue une espèce de vecteur du politiquement correct? Alors, vous avez dit dans l'introduction que je m'en prenais à l'écologie punitive. Ce n'est pas tout à fait exact. Oui, fallait résumer. Je pense que l'écologie nous impose justement de réfléchir à la question des limites. Ceux dont les boomers n'étaient pas capables. Je vous avais dit, Brice Couturier très justement, élargir le champ des possibles. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête quand même. Donc, il est tout à fait normal justement de s'engager dans cette réflexion. Mais je remarque, et ça a à voir avec l'absence de la littérature, que la beauté n'est plus prise en considération par les écologistes. Or, comme le disait Yves Bonnefoy, il y a une solidarité instinctive de la poésie et de la nature. La poésie élabore une totalité signifiante pour une terre habitable. Les éoliennes rendent la terre inhabitable. Ce sont des emblèmes de l'écrasement de l'homme, ce sont des mastodontes hideux, nocifs et surtout qui transforment tous les paysages où elles se répandent en paysages industriels. C'est l'horreur absolue. Or, les écologistes, justement obnubilés par la technoscience, veulent toujours plus d'éoliennes. Ça veut dire que la poésie n'a plus du tout de place dans notre perception des choses. Elle a disparu. Et elle est en effet remplacée par Greta Thunberg, ce qui fait que l'écologie participe à la dévastation à laquelle, paraît-il, elle veut porter remède. Et je trouve, c'est un véritable crève-cœur. C'est pourquoi je plaiderais non seulement pour un retour de la littérature dans l'enseignement, c'est pas la peine de dire on va doubler le salaire des professeurs avec un argent qu'on n'a pas, en plus, pour acheter une clientèle, comme le fait Anne Hidalgo, mais remettre la littérature et rétablir les compositions de récitation, hein, dans le primaire, dans le secondaire, tout le temps. Et pourquoi pas dans le supérieur? Parce que la récitation, c'est la poésie. Et si on a la poésie dans la tête, on ouvre les yeux. Et l'écologie officielle a les yeux grands fermés. De la littérature, de la poésie, c'est le cœur de votre nouveau livre. Vous le terminez en citant le discours de Solzhenitsyn au moment où il reçoit le prix Nobel de littérature. Et il disait: dans le combat contre le mensonge, l'art a toujours gagné. Vous êtes plus pessimiste. Vous pensez que l'art est en train de perdre la partie. Le politiquement correct est-il en train de tuer l'art, la culture? Et une civilisation peut-elle survivre sans art et sans culture? Vous avez 1 minute 52. Je ne sais pas, j'ai peut-être tort d'être pessimiste parce que j'écoute Brice Couturier, je trouve ce qu'il dit passionnant, je vais me jeter sur son livre. Il y a de la résistance, bien sûr. Nous nous mobilisons les uns et les autres avec nos sensibilités, avec nos moyens. Mais l'université, aujourd'hui, en France, est complètement sinistrée. Un professeur de philosophie de fac m'a dit, les étudiants ne peuvent... C'est pas la peine de faire des études de lettres ou de philosophie, parce que vous voulez faire un master après, et on vous demande de faire un master d'études de genre, et si vous le faites pas, eh bien, parce que le problème, c'est que nous, quand on était jeunes, on déconnait, mais on avait des professeurs pour nous dire: arrêtez de déconner. Là, les professeurs déconnent encore plus. Donc, si vous voulez, c'est la surenchère du déconnage. Donc, voilà pourquoi je suis inquiet, et je suis inquiet... Bon, Brice Couturier me donne de l'espoir, mais je suis inquiet aussi parce que le changement démographique
appuie le mouvement que j'ai essayé de décrire. Merci Alain Finkielkraut, merci Brice Couturier. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous, avec ces boomers. Ils sont encore verts, les boomers. Merci à tous d'avoir suivi les Irréductibles sur Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine.